Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington sur Médien TV. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. Attentat à Moscou, des répercussions hautement politiques, lutte antiterroriste, la stratégie du Maroc mise en avant par plusieurs pays du monde. Le Maroc, une référence dans la promotion d'un islam modéré et la lutte contre l'extrémisme. Nous dirigerons aujourd'hui notre attention sur la Russie à la suite de l'attentat de Moscou. En analysant les répercussions de cet acte dévastateur, nous chercherons à comprendre son impact en Russie et dans le monde. Nous verrons comment la lutte contre le terrorisme à l'échelle internationale transcende les frontières, les idéologies et les cultures. Nous mettrons également en avant le rôle du Maroc dans ce combat en tant que leader dans la coopération contre l'extrémisme violent. Le Maroc dispose d'une stratégie globale et fournit des informations précieuses. De plus, nous examinerons comment le Maroc s'est affirmé en tant que défenseur de l'islam modéré. Dans un monde souvent marqué par la polarisation et la méconnaissance, le Maroc illustre le pouvoir de la modération dans l'interprétation des enseignements de l'islam. L'approche du pays offre un modèle convaincant sur la manière d'harmoniser les enseignements religieux avec les valeurs contemporaines pour promouvoir la paix, la compréhension et la coexistence. Pour discuter de ce sujet, nous aurons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Laurence Korb, qui a été conseiller du comité électoral Reagan-Bush en 1980, puis secrétaire adjoint à la Défense de 1981 à 1985. Pour ses services, il a reçu la médaille du Pentagone pour service public distingué. Et depuis Washington, D.C., Norman Rule se joint à nous via Zoom. Norman est conseiller principal non résident du Transnational Threats Project au Centre d'études stratégiques internationales. Fort d'une expérience de 34 ans à la CIA, il a dirigé d'importants programmes liés au Moyen-Orient. Dans la seconde partie de cet épisode, je serai rejoint par le cheikh Mohamed Abdulillah, imam et président de la Moroccan American Community Organization dans la banlieue de la capitale américaine. Également à Washington, D.C., Ilan Berman, qui est vice-président senior du Conseil de politique étrangère, sera avec nous en visioconférence. Ilan, je le précise, est expert de la sécurité régionale au Moyen-Orient, en Asie centrale et dans la Fédération de Russie. Il a conseillé la CIA ainsi que les départements d'État de la Défense. Enfin, pour nous accompagner, notre chroniqueur Chris Lapetina, vétéran de la marine américaine et fondateur de Focus Consulting à Washington, D.C. Bienvenue, messieurs. Alors, avant d'entamer notre débat, je vous propose la lecture d'un article du Washington Post intitulé « Sans preuve réelle, le FSB accuse Kiev et Washington d'avoir facilité l'attentat terroriste à Moscou ». Le chef du service fédéral de sécurité russe a publiquement accusé l'Ukraine et les États-Unis d'être derrière l'attentat terroriste de Moscou sans fournir de preuves tangibles pour étayer ces allégations. Dans un article du Washington Post rédigé par Mary Ilyushina et Robin Dixon, les déclarations du chef des renseignements russes Alexander Bortnikov sont examinées de près. Bortnikov a directement imputé l'attaque de la salle de concert à l'Ukraine, affirmant que Kiev aurait formé des militants au Moyen-Orient, bien que ces affirmations ne soient étayées par aucune preuve. أن كييف قامت بتدريب مسلحين في الشرق الأوسط ويبدو أن الاتهام الذي وجهه ألكسندر بورتنيكوف. Les auteurs soulignent également que cette accusation semble être une tentative de détourner l'attention de l'échec du service russe des renseignements à prévenir l'attaque. Les responsables russes ont également pointé du doigt les services spéciaux occidentaux, affirmant qu'ils auraient aidé les extrémistes islamistes responsables de l'attaque, ainsi que les services spéciaux ukrainiens. Bien que les États-Unis aient
prévenu la Russie de manière générale de la menace d'attaque imminente, Vladimir Poutine a rejeté cet avertissement, le considérant comme une tentative de déstabilisation de la Russie par l'Occident. Bortnikov a admis que les États-Unis avaient en effet transmis des informations sur une probable attaque terroriste, mais les a qualifiées de vagues. Les accusations russes ont également suggéré que la CIA et les services de renseignement britanniques renforçaient leur présence dans certaines provinces afghanes avec pour objectif de créer une ceinture d'instabilité le long de la frontière sud de la communauté des États indépendants. Selon Bortnikov, des combattants de groupes terroristes internationaux opérant en Irak, en Syrie et dans d'autres régions asiatiques et africaines étaient recrutés et transférés vers le nord de l'Afghanistan pour soutenir cet objectif. J'aimerais tout d'abord m'adresser à notre chroniqueur Chris Lapetina. Chris, après avoir analysé les déclarations du directeur du renseignement extérieur russe, il semble que Moscou cherche à exploiter cet attentat à des fins politiques et de propagande. Partagez-vous cette interprétation également ? Oui, Marc, c'est malheureusement le cas. La Russie est gouvernée par Poutine, un tyran, connu pour ses méthodes brutales, y compris le meurtre de ses propres citoyens, comme cela a été prouvé d'ailleurs. Il est donc peu surprenant qu'il cherche à exploiter un acte terroriste pour blâmer l'Ukraine, sans preuve à l'appui, afin de maintenir son pouvoir. Et cette manipulation de la vérité est typique de Poutine, qui est prêt à dire n'importe quoi pour préserver son régime et tromper son propre peuple, sinon le monde entier. Quelle est votre analyse, Lawrence Korb, suite à cet attentat et aux premières réponses des autorités russes ? Comment interprétez-vous les accusations formulées par le Kremlin contre les États-Unis et les pays occidentaux ? Well, I think the first thing is why did ISIS pick Russia compared to a lot of other places they could? Écoutez, le choix de la Russie par Daesh pour une attaque soulève des interrogations sur leur motivation, surtout compte tenu d'autres options disponibles, notamment les États-Unis en 2001. Il semble que leur objectif était de démontrer la vulnérabilité même d'un État réputé pour sa sécurité robuste. Cette attaque, malgré les désaccords persistants entre la Russie et l'Occident sur des questions telles que les armes nucléaires et l'Ukraine, a unifié les préoccupations concernant le terrorisme, en particulier face à Daesh. Les tentatives de mise en garde de la part des autorités russes ont peut-être été interprétées par Poutine comme des manœuvres pour le distraire de l'Ukraine ou obtenir un avantage diplomatique sur ce dossier, ce qui a peut-être conduit à une sous-estimation de la menace. Désormais, les accusations de Poutine contre les États-Unis et l'Occident, les associant à une supposée contre-invasion en Ukraine, reflètent une tentative de détourner l'attention des failles dans la sécurité nationale. Pendant ce temps, la coalition de 40 pays soutenant l'Ukraine semble chercher à affaiblir la position russe sur la scène internationale. Plongeons dans les détails, Norman. Fort de votre expérience à la CIA, pourriez-vous nous éclairer sur l'attaque de Moscou ? Quels éléments pouvez-vous nous fournir ? De plus, quelles actions les forces russes ont-elles entreprises en réponse à cet attentat ? Votre question est pertinente. Pour résumer la situation, les autorités américaines ont récemment averti leurs homologues russes, à la fois discrètement et publiquement, qu'elles disposaient d'informations concernant des intentions terroristes de Daesh Khorasan, visant à perpétrer des attaques en Russie, y compris lors d'événements publics tels que des concerts. Les États-Unis ont émis des avertissements publics à destination de leurs ressortissants se trouvant en Russie, ainsi que d'autres nationalités afin de les protéger. Cependant, il semble que les mesures de sécurité prises par la Russie n'aient pas été suffisantes pour détecter et neutraliser les terroristes avant qu'ils ne passent à l'acte, entraînant une tragédie.
Les individus impliqués semblent être des ressortissants tadjiks, recrutés en ligne par un individu leur offrant une importante somme d'argent pour commettre des attentats en Russie. Malheureusement, le dispositif de sécurité des autorités russes n'a pas permis d'identifier ces individus avant qu'ils ne commettent leur acte meurtrier. Monsieur Korb, vous avez souligné une similitude entre les intentions de Daesh et d'Al-Qaïda, suggérant qu'ils seraient capables de pénétrer un État policier comme la Russie pour y mener des attaques dévastatrices. Le NSC, le Conseil de sécurité nationale aux États-Unis, a confirmé que Kiev n'avait aucun lien avec cette attaque. Cependant, Poutine a rapidement tenté de rejeter la responsabilité sur l'Ukraine, affirmant que les auteurs s'étaient dirigés vers ce pays pour s'y réfugier. Étant donné que les États-Unis ont alerté la Russie, cette réaction semble déconcertante de la part de Poutine. Pensez-vous qu'il y ait eu une faille au sein des services de sécurité russes, les empêchant de prévenir de telles attaques? Bon, cela met en lumière une possible négligence de son service de renseignement vis-à-vis de Daesh. Actuellement, nos services de renseignement portent une attention particulière à Daesh, surtout depuis les événements du 11 septembre. Cependant, il semble que le président russe n'ait pas pris cette menace suffisamment au sérieux, peut-être pensant que les préoccupations occidentales étaient exagérées en raison de la politique étrangère de la Russie, notamment son implication en Ukraine. Maintenant, il tente de déplacer la responsabilité sur les victimes russes de l'attaque. Cela suscite des interrogations sur les dépenses massives de la Russie en matière de défense et sur l'efficacité de ces mesures de sécurité. En accusant les Ukrainiens ou les États-Unis, Poutine cherche peut-être à détourner l'attention des critiques internes et à inscrire cette attaque dans le contexte plus large du conflit en Ukraine. Norman Rule, quelles étaient les mesures de sécurité en place à Moscou et en quoi auraient-elles pu atténuer l'impact de l'attaque ? Il est évident que des failles dans le dispositif de sécurité ont été mises en évidence. Alors, quelles implications cela a-t-il pour la situation actuelle en Russie ? A good question, Mark. So, in essence, let's step back a bit and say that ISIS of Khorasan. Votre question est pertinente, Marc. Daesh Khorasan a depuis longtemps ciblé la Russie avec des efforts terroristes concertés, comme en témoignent ces attaques passées contre des citoyens russes. Avant d'aborder ce sujet en profondeur, il est essentiel de reconnaître que la Russie aurait dû allouer des ressources significatives à ses services de renseignement et de lutte contre le terrorisme, afin de protéger le pays et ses citoyens contre de telles menaces, ce qu'elle semble avoir négligé. Ces événements surviennent dans un contexte où les services de renseignement russes semblaient déjà affaiblis, incapables d'évaluer correctement la situation lors de conflits tels que la guerre en Ukraine et la rébellion du groupe Wagner. Il semble donc que ces services consacrent plus de temps à soutenir la politique russe en Ukraine et à maintenir le pouvoir de Vladimir Poutine qu'à faire face efficacement aux menaces traditionnelles et importantes telles que celles posées par Daesh. Traditional and important targets such as ISIS in Khorasan. Now, once that information is obtained, and in this case it was provided by the United States. Dans ce cas précis, les informations ont été fournies par les États-Unis, ce qui soulève bien sûr des questions sur la coopération entre les services de renseignement et de sécurité. Il aurait été plus logique de s'attendre à une collaboration étroite pour identifier les suspects potentiels et mettre en place des mesures de sécurité renforcées, telles que des détecteurs de métaux ou des contrôles supplémentaires pour protéger les civils lors d'événements publics, comme le concert en question. Mais malheureusement, cela semble ne pas avoir été le cas. Merci Norman. Larry, nous avons le général Frank McKenzie, ancien commandant du commandement central américain, qui souligne le fort désir du groupe terroriste Daesh de cibler l'Occident. Ces déclarations impliquent que nous devrions prendre au sérieux leurs menaces
et nous préparer à des attaques sur notre territoire. Vous avez une expérience dans l'élaboration des budgets et des priorités du Pentagone pour répondre à de telles menaces. Alors, sommes-nous suffisamment préparés pour faire face à de telles activités sur notre sol? Je suis d'accord. Depuis les événements du 11 septembre, nous avons revu notre processus budgétaire et amélioré la coordination entre les différentes agences de sécurité. Bien que nous n'ayons malheureusement pas éradiqué Daesh en Afghanistan, leur résurgence dans plusieurs régions du monde nous préoccupe. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos alliés pour contrer cette menace. Et nous sommes prêts à coopérer avec la Russie à cet égard. Une leçon importante que j'ai tirée de mon expérience avec l'administration Reagan est que malgré nos désaccords avec les Russes sur de nombreux sujets, nous avons pu collaborer sur la question des armes nucléaires, conscients des conséquences mondiales d'une mauvaise gestion de cette problématique. Je crois donc que nous sommes mieux préparés désormais. Le fait que nous ayons pu anticiper une attaque potentielle contre la Russie démontre que nous disposons de renseignements solides sur les intentions et les activités de Daesh. Norman, dans quelle mesure cette attaque bouleverse-t-elle le paysage géopolitique actuel, notamment en ce qui concerne les relations de la Russie avec ses voisins, tels que l'Ukraine et d'autres pays, ainsi qu'avec la communauté internationale dans son ensemble? Je crois qu'il est important d'analyser les divers aspects négatifs de la politique intérieure et étrangère actuelle de la Russie. Tout d'abord, la Russie semble accorder peu d'attention à sa sécurité contre les menaces terroristes traditionnelles, préférant consacrer davantage de ressources à la répression des dissidents et des opposants à sa politique envers l'Ukraine. De plus, les relations de la Russie envers de nombreux pays à travers le monde sont très tendues, ce qui complique considérablement la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. La réussite d'une opération antiterroriste dépend souvent de la capacité à rassembler des informations provenant de différentes sources. Mais la Russie, tout comme l'Iran, adopte généralement une approche méfiante et peu coopérative dans ce domaine. En effet, les tentatives des États-Unis de développer une collaboration antiterroriste avec la Russie ont été rejetées à plusieurs reprises, ce qui a entraîné des déceptions répétées dans nos efforts pour établir une relation constructive dans ce domaine. Norman, quelles sont les répercussions de cette attaque sur la sécurité mondiale et sur les relations internationales de la Russie, notamment en ce qui concerne les voyages, le commerce et la diplomatie? Surtout, comme vous l'avez souligné, que la Russie se trouve dans une situation difficile en raison de son bellicisme à l'égard de ses voisins. Il me semble opportun de prioriser notre attention sur la Russie et l'Iran, soulignant leur refus de coopérer avec d'autres nations, ce qui nous prive des pièces essentielles du puzzle qu'ils pourraient contribuer à assembler. Il est crucial de rappeler que ces nations disposent de services de renseignement focalisés sur des zones spécifiques, telles que l'Asie centrale ou l'Afghanistan, où se trouvent des foyers terroristes. L'acquisition de ces renseignements serait précieuse pour prévenir, à titre d'exemple, l'infiltration terroriste au Maroc, aux États-Unis et en Europe. Malheureusement, cette coopération nous est refusée en raison de leur manque de volonté. Cependant, il est important de ne pas suivre l'exemple de la Russie et de l'Iran, mais plutôt de prendre modèle sur des nations telles que le Maroc. Ce dernier s'est distingué par son engagement exemplaire dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, ainsi que dans la promotion d'un islam modéré. For many years. King Mohammed has been a champion of this. He is a great example and model for not just for North Africa and the Muslim world, but for the world as a whole. Le roi Mohammed VI a été un fervent défenseur de cette cause pendant de nombreuses années, tant au niveau régional que mondial, en organisant des rassemblements et en lançant des initiatives pour propager cet islam modéré. Le Maroc se distingue également par sa capacité à coordonner efficacement ses divers organes de sécurité dans une approche unifiée de la lutte contre le terrorisme. Et cette collaboration exemplaire entre services de renseignement, forces de police, diplomates et douanes a permis de mettre en place un modèle solide de prévention du terrorisme.
En outre, les relations entre l'ambassade américaine et le gouvernement marocain dans ce domaine sont particulièrement remarquables, témoignant des efforts constants déployés par les deux parties. De plus, le Maroc ne se contente pas de préserver son propre succès, mais s'engage également activement avec d'autres nations pour renforcer la lutte antiterroriste à l'échelle mondiale. Son organisation de la réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh, ainsi que sa participation au Forum mondial de lutte contre le terrorisme, en sont des exemples éloquents. Pour résumer, le Maroc se positionne comme un modèle à suivre, ayant démontré son efficacité dans la prévention du terrorisme et dans sa collaboration proactive avec d'autres nations à cet égard. Et comparativement, les actions de la Russie et de l'Iran ont eu des conséquences tragiques, coûtant vraisemblablement des vies, principalement celles de leurs propres citoyens. Revenons maintenant à vous, Larry, pour examiner l'intensité de la menace sur la sécurité à nos frontières, en considérant les tensions politiques extrêmes que nous connaissons actuellement aux États-Unis. Au Sénat, cette année, un projet de loi a été adopté dont le dessein d'améliorer la sécurité aux frontières, en réponse aux divers enjeux précédemment évoqués. Cependant, la Chambre n'a pas encore procédé au vote. Il me semble donc impératif de mettre en place une politique frontalière cohérente, favorisant la coopération entre les États et le gouvernement fédéral, ainsi qu'un processus de contrôle plus rigoureux. L'inaction risque uniquement de faciliter l'entrée de fentanyl sur le territoire, une drogue qui décime de nombreux Américains. Norman, quelles initiatives recommanderiez-vous, eu égard à la situation actuelle, pour prévenir d'éventuelles attaques contre les nations du camp occidental? Comment pourrions-nous renforcer la politique internationale et développer une stratégie globale, à l'image de celle menée par le Maroc, afin de mieux contrer les menaces qui pèsent sur nous? Tout d'abord, il est impératif de cultiver d'excellentes relations avec les communautés musulmanes à l'échelle mondiale. Dans cette optique, des efforts considérables sont déployés, notamment par des nations telles que le Maroc, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Deuxièmement, il est essentiel de disposer de services de renseignement robustes. Le Maroc, tout comme les États-Unis, en possède assurément. La collaboration avec nos partenaires européens tels que le Royaume-Uni, l'Espagne, la France et l'Italie est cruciale pour élaborer des profils de voyageurs susceptibles d'être impliqués dans des activités suspectes. En outre, au niveau national, chaque pays doit établir un système efficace de partage d'informations. Il est primordial d'éviter une situation où des données pourraient être connues par une organisation dans un pays, mais ignorées par d'autres en raison d'un manque de partage d'informations. Nous avons tous tiré des enseignements de la lutte contre le terrorisme et les meilleurs modèles, comme mentionné précédemment, sont observés dans des pays tels que le Maroc, les nations du Golfe, les États-Unis et l'Europe. Norman, quelle est l'importance de la cybersécurité et de l'intelligence numérique dans la prévention de ce genre d'attaques? C'est un point très important, Marc. Je suis d'avis qu'il comporte trois aspects essentiels. Tout d'abord, il convient de noter que ma génération ne maîtrise pas forcément ces nouvelles technologies aussi bien que la génération plus jeune. Il est donc judicieux de faire appel à cette dernière, non seulement en raison de sa familiarité avec ces outils, mais également en raison de ses compétences manifestes dans ce domaine. Il est impératif d'impliquer activement cette jeunesse dans les questions de sécurité nationale et de tirer parti de ses talents et de son intérêt dans divers domaines. Deuxièmement, il est crucial de reconnaître que ces avancées technologiques générant une quantité considérable de données, dépassant ainsi la capacité des gouvernements à les traiter de manière fluide, efficace et opportune. Par conséquent, il est primordial de mettre l'accent sur notre capacité à filtrer ces informations afin de détecter celles qui sont pertinentes. Et cela nécessitera une meilleure utilisation de l'intelligence artificielle. Enfin, il est nécessaire de partager ces technologies et ces informations avec nos partenaires les plus compétents. Il est inutile pour les États-Unis de posséder une technologie de pointe si les informations cruciales se trouvent, par exemple, dans la région sahélienne de l'Afrique. Je vous remercie, Norman.
Larry, abordons maintenant cette question de la collaboration internationale. Le Maroc est fréquemment mentionné comme l'un des partenaires clés, tant au niveau régional qu'international, dans la lutte contre l'extrémisme violent. Alors, comment percevez-vous le rôle du Maroc dans cette lutte contre le terrorisme ? Écoutez, le Maroc joue un rôle essentiel dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, en particulier dans le monde musulman et en Afrique. Le Maroc co-préside le Forum mondial de lutte contre le terrorisme avec le Canada et dirige le groupe africain de la coalition contre Daesh. Le Maroc déploie également des forces en vue de contribuer à stabiliser la situation en Afrique. De même, le Maroc soutient les efforts visant à contrer Daesh et il est un partenaire clé dans ces efforts. Norman, comme l'a souligné Lawrence, il semble que notre armée et notre appareil de renseignement soient prêts. Alors partagez-vous l'opinion selon laquelle les États-Unis font actuellement face à une menace et à un risque terroriste ? Je suis d'avis que nous devons reconnaître la réalité de cette menace. Il est clair que des efforts soutenus sont nécessaires pour y mettre fin. Actuellement, je ne perçois pas de mouvement politique significatif aux États-Unis pour résoudre notre crise frontalière à court terme, ce qui nous expose davantage à cette menace. Toutefois, je remarque une volonté notable au sein du gouvernement américain et parmi nos partenaires, notamment dans le domaine de la technologie robotique, de maximiser notre coopération en exploitant au mieux les structures existantes pour assurer notre sécurité collective. Bien, nous allons maintenant faire une courte pause. Restez avec nous. Please stay tuned. Welcome back to the second part of Maghreb. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Dans cette seconde partie, je suis accompagné du Cheikh Mohamed Abdulillah et Dylan Berman. Nous abordons une facette importante de la lutte contre le terrorisme, à savoir la bataille pour gagner les esprits et protéger les générations futures des idéologies extrémistes, quelle que soit leur origine. Dans ce contexte, le Royaume du Maroc se distingue par ses efforts internationalement reconnus dans la lutte contre l'extrémisme violent. Le Maroc a adopté une approche de l'islam modéré, rejetant l'extrémisme et garantissant le droit de pratiquer librement les rituels religieux. Il convient de souligner que la coexistence religieuse observée dans le Royaume contribue à en faire l'un des pays les plus sûrs au monde. Chris, permettez-moi de vous demander quelle est votre évaluation des efforts déployés par le Maroc, de sa coopération dans la lutte contre le terrorisme, et comment décririez-vous l'expérience religieuse au Maroc ? Tout d'abord, Marc, je tiens à souligner la chance que nous avons eue, ainsi que nos téléspectateurs, d'entendre les perspectives de deux experts, l'un ayant atteint les plus hauts niveaux du Pentagone et l'autre au sommet de la CIA, sur la capacité et la détermination du Maroc à lutter contre le terrorisme. Cette discussion a été une leçon précieuse pour nous tous à bien des égards. Dans la lutte contre le terrorisme, je crois fermement que la liberté est l'arme la plus puissante qu'un pays puisse utiliser. Et le Maroc incarne cette valeur. Cette liberté, qui englobe également la liberté religieuse, est un élément crucial qui me rend confiant dans la capacité du Maroc à continuer à repousser le terrorisme. Comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, le Maroc possède une longue histoire de respect de la liberté religieuse. Je tiens également à souligner la façon remarquable dont le Maroc traite ses citoyens juifs, en particulier dans le contexte actuel de la situation à Gaza. Il est rare de voir un pays du Moyen-Orient traiter ses citoyens juifs avec un tel respect et une telle dignité. Cela témoigne de l'engagement de Sa Majesté le Roi à perpétuer cette tradition de tolérance et de coexistence. Je suis convaincu que le Maroc continuera à être un allié déterminé dans la lutte contre le terrorisme, contribuant ainsi à préserver la liberté pour tous ceux qui en bénéficient dans le monde.
Cheikh Abdulillah, en tant qu'imam de la mosquée du centre Al-Salem, dont le nom reflète d'ailleurs l'importance que vous accordez à la paix, je voudrais vous demander de partager avec nous votre position concernant l'attaque terroriste récente qui a eu lieu dans la capitale russe. En tant que musulman, je tiens à souligner que de tels actes sont totalement contraires à nos croyances et sont strictement interdits dans l'islam. Il est toujours remarquable de constater que la communauté musulmane compte plus de 2 milliards de personnes. Face à une tragédie comme celle-ci, nous nous interrogeons sur la manière dont une personne se réclamant de l'islam pourrait agir de cette manière, alors que notre religion nous enseigne que sauver une vie équivaut à sauver l'humanité entière et que prendre une vie revient à détruire l'humanité entière. Je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances au peuple russe. J'espère que cette tragédie incitera le monde entier à promouvoir la paix, car c'est par la paix que nous créons un environnement propice et que nous construisons des relations durables pour léguer un meilleur monde à nos enfants. Alors avant de poursuivre notre discussion, tournons-nous maintenant vers la Maison-Blanche pour un reportage de notre correspondante Jehan Mansour sur les efforts déployés par le Maroc dans la lutte contre le terrorisme et sur la promotion de la modération religieuse, aussi bien au sein du royaume qu'à l'échelle internationale. Le Maroc, situé à la croisée des chemins entre l'Afrique et le monde, et servant de pont entre l'Orient et l'Occident, joue un rôle central et continu dans la lutte contre le terrorisme. Grâce à sa position géographique stratégique et à sa coopération étroite avec la communauté internationale, le Maroc s'est affirmé comme un leader dans la lutte contre l'extrémisme. Le pays a adopté une approche globale qui combine des mesures de sécurité rigoureuses avec des initiatives visant à traiter les causes profondes de l'extrémisme, telles que la pauvreté, le chômage et la marginalisation sociale. Ces efforts ont renforcé le rôle du Maroc dans la sécurisation de la région et ont contribué à la stabilité internationale. Sous le leadership de Sa Majesté le Roi, le Maroc poursuit des initiatives visant à promouvoir l'harmonie sociale, à réhabiliter les détenus liés à l'extrémisme et à améliorer les conditions de vie des groupes vulnérables. Pendant ce temps, d'autres acteurs adoptent une approche basée sur la violence et les tensions, ce qui ouvre la voie aux groupes extrémistes pour perturber la sécurité de la région et menacer son avenir. En plus des opérations de sécurité, le Maroc a lancé des initiatives efficaces pour promouvoir une interprétation modérée de l'islam. Cela inclut la formation d'imams et de guides religieux pour diffuser les valeurs de paix et de tolérance, tout en préservant l'identité culturelle du royaume. Ces efforts multidimensionnels témoignent de l'engagement ferme du Maroc à lutter contre le terrorisme, tout en respectant les droits de l'homme et en favorisant le développement social et économique. La coopération étroite entre le Maroc et ses partenaires internationaux, notamment les États-Unis et les pays de l'Union européenne, est un pilier essentiel de sa stratégie de lutte contre le terrorisme. Cette coopération comprend l'échange d'informations, de renseignements et le renforcement des capacités de sécurité. Le Maroc, reconnu sur la scène internationale, a contribué de manière significative à prévenir de nombreux attentats terroristes et à démanteler les réseaux extrémistes, consolidant ainsi son rôle de partenaire de confiance dans la lutte mondiale contre le terrorisme. Jehan Mansour, Média TV, devant la Maison-Blanche, Washington. Merci Jehan. Cheikh Abdulillah, en tant qu'imam, vous possédez une connaissance approfondie des véritables enseignements de l'islam. Alors pourriez-vous nous éclairer sur le concept de modération et identifier les aspects ou des malentendus qui pourraient survenir avec des interprétations extrémistes? Yeah, of course. I mean, Islam, there is a verse in the Quran, it says, وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا.
Permettez-moi d'abord d'aborder ce volet. Dans l'islam, le Coran souligne clairement que les croyants sont une communauté équilibrée, celle du juste milieu. Il n'y a pas de place pour l'extrémisme dans notre foi. Malheureusement, de nos jours, l'ignorance des préceptes de l'islam conduit certaines personnes à adopter des interprétations extrémistes, ce qui pose un grave problème. Je crois fermement que pour lutter contre le terrorisme, nous devons concentrer nos efforts sur l'éducation, en particulier au sein des communautés musulmanes et à l'échelle mondiale. Il est essentiel de comprendre comment adorer notre Créateur et comment traiter les autres. L'islam n'impose aucune contrainte. Il est basé sur la soumission volontaire à Dieu. Ainsi, personne ne peut être contraint à devenir musulman, car la foi doit être un choix libre et conscient. Nous pouvons puiser de nombreux exemples dans le Coran pour illustrer cette notion, comme celui de Noé et de son fils, où la foi n'a pas été imposée par la force. De même, le prophète Mohammed lui-même n'a pas infligé de violence à son oncle, malgré le refus de ce dernier de se convertir à l'islam. Cela montre que la contrainte et l'extrémisme ne sont pas compatibles avec les enseignements de l'islam. Je suis convaincu que le manque de compréhension des enseignements et des préceptes de notre religion est à l'origine de nombreux problèmes. L'ignorance, associée à des facteurs sociaux et économiques, peut conduire à la haine et à la désillusion, ce qui peut nourrir un sentiment d'injustice et de mécontentement. Dans un contexte mondial où des conflits comme la guerre à Gaza sont présents, il est d'autant plus crucial de promouvoir la connaissance, l'égalité et la paix pour contrer ces tendances extrémistes. Especially today, if we're talking about, the situation in America, the war in Gaza, all these things. So these things are playing a big role of people who feel that they have not got served justice, equality, their share of the peace of this world. Ilan Berman, il semble y avoir une dissonance entre les avertissements américains adressés à Moscou concernant une attaque potentielle imminente et le ton belliqueux de la Russie envers l'Occident, en particulier à l'égard des États-Unis. Alors, pourriez-vous expliquer cette apparente contradiction entre la collaboration et l'agressivité croissante entre les deux parties? I think the US warning is very significant because Je considère que l'avertissement émis par les États-Unis est d'une grande importance, car il reflète le devoir d'avertir inhérent aux agences de renseignement américaines. Ce devoir s'étend même aux gouvernements avec lesquels nous entretenons des relations tendues, telles que la Russie ou l'Iran. L'avertissement adressé au Kremlin concernant une attaque imminente était une mesure cruciale soutenue par des preuves tangibles. Il est à noter que des actions similaires ont été entreprises précédemment vis-à-vis de l'Iran. La résurgence de la menace terroriste confirme l'importance des alliances, notamment celles avec des partenaires comme le Maroc. Has played a very constructive role, historically constructive role as a warning, sort of a canary in the coal mine, an early warning. Historiquement, le Maroc a joué un rôle constructif en tant que système d'alerte précoce face à l'instabilité, agissant comme un phare d'avertissement entre l'Afrique et l'Europe. Mais ces dernières années, le Maroc a assumé un rôle encore plus significatif en tant que modèle de société tolérante, pluraliste et inclusive. Il ne se voit plus comme une exception dans le monde islamique, mais comme un exemple à suivre. Much more, I think, resilient against radical ideas. Now Morocco sees itself as a model. Increasingly, you're seeing efforts by the Moroccan government to take Le Maroc s'engage désormais activement dans l'exportation de son modèle d'islam tolérant, en éduquant les religieux et en veillant à ce que les enseignements religieux ne conduisent plus à la radicalisation. Cette évolution place le Maroc au cœur de la bataille d'idées qui anime le monde musulman actuellement. Cheikh Abdelila, en tant que Marocain ayant grandi dans ce pays, pourriez-vous nous éclairer sur les aspects spécifiques de la pratique religieuse au Maroc et sur les éléments qui favorisent la promotion de la tolérance religieuse dans votre pays d'origine? La tolérance au Maroc est profondément ancrée dans la véritable essence de l'islam. Nous avons été éduqués dans un esprit de non-haine envers autrui, avec un message de tolérance envers nos voisins, quelle que soit leur foi ou leur couleur. Nous avons été éduqués à respecter les choix religieux des autres, quelles que soient leurs convictions.
Ainsi, une culture accueillante imprègne notre société, où le respect des autres et de leurs croyances est fondamental, sans chercher à leur imposer nos propres convictions. Cette approche favorise la coexistence pacifique, où chacun contribue au bien-être collectif du royaume. En tant que Marocain musulman désormais résidant aux États-Unis et en tant que citoyen américain, je m'efforce de contribuer au progrès et à l'harmonie de mon pays d'adoption. Cette perspective reflète la beauté de notre religion, souvent mal comprise par une minorité, mais qui offre la possibilité de vivre en paix et de prospérer tout en préservant notre identité religieuse et en permettant à nos enfants de pratiquer leur foi en toute liberté. Ilan, le Maroc est caractérisé par un islam tolérant et ouvert, à la différence de certains autres pays de la région qui ne partagent pas les mêmes valeurs. Cela est dû en partie au système politique et aussi surtout au rôle agissant et fort joué par le roi du Maroc. This is, I think, a hugely important point. Je considère cela comme un point d'une importance extrême. De plus, en tant que descendant du prophète Mohammed, le roi du Maroc possède l'autorité et la légitimité pour discerner les enseignements corrects des incorrects, ainsi que pour réfuter les interprétations erronées comme celle de Daesh. Cette position unique confère au modèle marocain une légitimité et une crédibilité que d'autres pays n'ont tout simplement pas. Daesh is interpreting this text incorrectly. He has the authority, he has the religious standing to do that in a way that very few other people in the Muslim world actually do. Il est impératif que les gouvernements des États-Unis et d'Europe accordent davantage d'attention à cette réalité. Près de 25 ans après les attentats du 11 septembre, et à la lumière des récentes attaques terroristes, il est clair que le problème de l'extrémisme persiste. Il est donc grand temps que les États-Unis et leurs alliés occidentaux recherchent des modèles d'islam modéré dans le monde musulman pour contrer ces idées intolérantes. Dans ce contexte, le Maroc possède un potentiel inestimable pour jouer un rôle constructif et significatif. Il est à espérer qu'à l'avenir, Washington et d'autres capitales occidentales reconnaîtront pleinement le rôle crucial que le Maroc peut jouer dans la promotion de la tolérance et de la modération religieuse. Poursuivons notre exploration dans cette région du Maghreb, où l'on observe une montée inquiétante des discours et actes terroristes perpétrés par des groupes extrémistes tels que le Front Polisario, qui profitent du soutien de l'Algérie. Alors comment interprétez-vous cette contradiction entre l'islam modéré observé au Maroc et l'approche extrémiste qui prévaut à ses frontières et dans la région? It's important to note, not least because there has been, I think, a mistaken perception in Washington. Il est important de souligner qu'il y a eu une perception erronée à Washington selon laquelle l'Iran ne pose problème qu'au Moyen-Orient. Cependant, il est de plus en plus évident, surtout après les attaques du Hamas du 7 octobre, que l'attention se concentre davantage sur le Levant, la Méditerranée orientale et éventuellement le Golfe Persique. Toutefois, la réalité est que nous observons une réactivation d'un front de rejet qui dépasse les divisions sectaires au sein de l'islam et remet en question l'ordre dirigé par l'Occident. L'Iran joue un rôle central dans cette tendance en utilisant un réseau de mandataires bien connus tels que le Hezbollah et le Hamas, mais aussi des groupes comme le Polisario au-delà de sa sphère immédiate. We all know who they are, right? It's Hezbollah, it's Hamas, but beyond that immediate periphery, it's groups like the Polisario. Because Iran is not just a Middle Eastern problem. Iran is increasingly a regional and a global problem. And so as we see this spreading disorder in the Middle East and North Africa, unfortunately, it stands to reason that Iran is trying to take advantage of the situation. It's a situation that
En effet, l'Iran est devenu un problème régional et mondial, cherchant à exploiter les désordres au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pour renforcer sa position stratégique. Lorsque les États-Unis et leurs alliés se sentent limités en matière de sécurité et de politique, les alliés de l'Iran bénéficient d'une plus grande marge de manœuvre. C'est pourquoi il est crucial de ne pas sous-estimer les relations de l'Iran avec des groupes comme le Polisario et des régimes comme l'Algérie, même si notre attention se focalise sur d'autres fronts actuellement. And the periphery includes Iran's relations with groups like the Polisario, Iran's relations with regimes like Algeria. Ilan, poursuivons à ce sujet. Comment envisagez-vous l'évolution de cette menace extrémiste aux frontières du Maroc? Pensez-vous que le Front Polisario puisse devenir à terme une source de préoccupation pour l'Algérie? I think it's a good question. I mean, look, what we're seeing right now is that the Polisario functions very well. Je trouve que c'est une question pertinente. Actuellement, nous observons que le Polisario est efficacement utilisé comme un levier contre la normalisation, que ce soit par le gouvernement algérien ou alimenté par l'Iran. En effet, le Polisario tire profit de l'instabilité et du manque de dialogue significatif entre le Maroc et l'Algérie. Cependant, votre question soulève une problématique cruciale. Le Polisario, en tant que mouvement d'extrême gauche, risque de se retourner contre ses propres parrains. Comme on dit, la révolution finit souvent par dévorer ses propres enfants. Et le Polisario pourrait devenir une menace non seulement pour le Maroc, mais aussi pour ceux qui le soutiennent. Cette possibilité mérite une surveillance attentive. Bien que pour le moment le Polisario serve les intérêts de l'Algérie, s'il venait à devenir trop puissant, notamment avec ses liens avec l'Iran, il pourrait devenir une menace sérieuse, même pour l'Algérie elle-même. Tool and dangerous to Algeria as well. Je vous remercie, Ilan. Chris Lapetina, lors de précédentes émissions, nous avons examiné en détail la menace terroriste que représente l'Iran et ses ambitions expansionnistes, notamment en Afrique du Nord. Alors, selon vous, l'administration Biden accorde-t-elle une attention suffisante et des ressources adéquates à cette menace iranienne contre nos alliés dans la région, notamment contre le Maroc? Bon, une fois de plus, Marc, cette émission nous a offert une perspective précieuse sur l'importance du Maroc, non seulement en tant que partenaire crucial dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, mais aussi en tant que modèle d'alliance pour les États-Unis et tous nos alliés qui défendent la liberté. Je me demande si l'administration Biden accorde suffisamment d'attention à cette question. D'ailleurs, j'aimerais pouvoir présenter cette émission à la Maison-Blanche pour sensibiliser tout le personnel à l'importance du Maroc, tel que nous l'avons tous découvert aujourd'hui. Cependant, je suis encouragé par le fait que l'administration Biden ait pris une position diplomatique forte en soutien au Maroc dans son différend avec l'Algérie concernant le Sahara marocain. C'est une étape significative et j'espère que cela sera suivi par un soutien accru sous forme d'aide militaire, diplomatique et humanitaire pour renforcer davantage nos relations bilatérales. Je vous remercie, Chris. Nous avons dépêché notre équipe de tournage à Washington, D.C. afin de recueillir les points de vue de quelques-uns de nos concitoyens sur les mesures entreprises pour contrer le terrorisme aux États-Unis et au-delà de nos frontières. Alors écoutons-les. Oui, je ne crois pas que les États-Unis aient été impliqués dans l'attaque de Moscou. En ce qui concerne la sécurité aux États-Unis, je dirais que je me sens en sécurité. Bien sûr, cela ne signifie pas que tout est parfait, mais je ressens un sentiment de sécurité et je ne pense pas que nous soyons susceptibles d'être attaqués par la Russie. Salut, je suis Aaron Fletcher. Je suis convaincu que nous sommes tout à fait en sécurité. Notre pays a toujours été sécurisé et bien préparé. Nous avons déjà mis en place des mesures adéquates. En tant que nation solide, nous avons toujours été prêts. Il est fréquent que d'autres pays nous accusent afin de nous impliquer dans des affaires qui ne nous concernent pas nécessairement. Toutefois, tant que nous maintenons notre détermination, je suis confiant que nous pourrons préserver notre force telle qu'elle est actuellement.
Je m'appelle Jeff Smith, originaire de Phoenix. Est-ce que je me sens plus en sécurité maintenant qu'avec l'administration précédente dirigée par Trump? Absolument, sans aucun doute. Je m'appelle Mary Smith. Personnellement, je ressens un sentiment de sécurité accru sous l'administration Biden par rapport à celle du président Trump. Cependant, je reste consciente que des changements doivent être opérés. Bien qu'il y ait encore des préoccupations en matière de sécurité, j'ai confiance que le président Biden gère la situation de manière efficace. Ilan, dans quelle mesure pouvons-nous utiliser Internet pour promouvoir des enseignements islamiques modérés et ainsi protéger les futures générations contre les menaces liées à l'extrémisme? Écoutez, la socialisation a un impact significatif sur nos perspectives. Les médias alimentés par des algorithmes d'intelligence artificielle amplifient souvent les messages extrémistes. Au Maroc, des initiatives importantes sont prises pour moderniser l'enseignement de l'islam modéré et de le rendre accessible en ligne dans le but de rivaliser dans ce domaine. Cependant, le Maroc n'est pas seul dans cette démarche. D'autres nations telles que l'Égypte et l'Indonésie s'engagent également dans cette voie, reconnaissant l'importance cruciale de cette sphère d'action. Sheikh Abdullah, Cher Abdelillah, Internet offre une plateforme pour partager les enseignements et les valeurs de l'islam de manière positive. Alors, comment exploitez-vous cet outil pour promouvoir les vrais principes de l'islam? Nous employons l'Internet pour défendre et montrer que l'islam n'est pas une religion terroriste. Plutôt que de généraliser le terrorisme, nous illustrons qu'un terroriste peut être chrétien, juif, hindou ou de toute autre confession. Nous abordons cette question de manière inclusive. Lors de nos prêches en ligne, nous expliquons notre réalité en tant que musulmans américains, mettant en avant nos enfants et petits-enfants. Pourquoi, alors que les États-Unis sont souvent décrits comme judéo-chrétiens, exclure les musulmans qui représentent ici plus de 15 millions de personnes? Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Je vous remercie pour votre attention. Merci également à nos invités, Laurence Korb, Norman Rule, Mohamed Abdelillah, Ilan Berman, ainsi qu'à notre ami et chroniqueur Chris Lapettina. Merci à vous tous pour vos précieuses contributions. Mes remerciements vont également à notre correspondant, Jan Mansour, à toute notre équipe de production dirigée par notre réalisateur et producteur Mohamed Saïdi Al-Wafi. Je tiens également à vous souhaiter bonne fête en cette fin de Ramadan et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec le Maroc depuis Washington.